Ça fait 10 minutes que je parle et je n'avais pas appuyé sur la caméra. Bref, willkommen, bienvenue, welcome. Pour un point lecture, un point lecture, un point lecture. Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. Comment que ça va à vous? Do you feel good? Ich bin eure conférencier, I am your conférencier. Je suis votre hôte. Chin chin. On se retrouve donc pour un point lecture, j'espère que vous allez bien. J'ai 5 livres à vous présenter, je ne sais pas pourquoi je parle de façon assurée comme ça. Des très bonnes lectures, vraiment 3 excellentes lectures et une que j'ai détestée et une très décevante. On va commencer par celle que je n'ai vraiment pas aimée, c'est La Bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig aux éditions Mazarine et c'est sorti là au mois de janvier chez Mazarine, je crois, je suis pas sûr en fait. Mais c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai reçu en service presse numérique par NetGalley. Vous savez, c'est une plateforme où on peut demander des livres numériques. Je l'avais demandé parce que je connaissais pas la maison d'édition Mazarine. Et je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, j'ai pensé que c'était une maison d'édition créée par Mazarine Pinjot, la fille cachée de Mitterrand. Et je me suis dit, oh, ça va être un truc un peu bobo, un télo, super cool. Nanana. Pas du tout. C'est du cucu-pompon, c'est du chichi, c'est de la niaiserie. Non, de la mièvrerie, de la niaiserie. C'était vraiment pas à mon goût. J'ai cordialement détesté. On va être dans un roman où Nora, le personnage principal, se retrouve entre la vie et la mort et du coup elle débarque dans la bibliothèque de minuit. La bibliothèque de minuit, c'est un espèce d'entre-deux, je vous dis, entre la vie et la mort, où il y a plein de livres. Tous ces livres racontent la vie qu'elle aurait pu mener si elle avait pris telle ou telle décision dans sa vie. Donc c'est un peu un espèce de pas avoir des regrets parce que regarde, si t'avais fait ça à tel moment, ta vie aurait été comme ça, nanana. Et donc à chaque fois, notre personnage principal se remémore une situation dans laquelle elle a fait un choix, une décision dans sa vie, et elle regarde ce que serait devenu son existence si elle avait fait l'autre choix. Le problème, c'est que j'avais l'impression de lire un livre de développement personnel, mais vraiment concon, cucul après ligne. Il y avait des phrases pleines de bons sentiments et de pathos, toutes les 3 pages, j'en pouvais plus, genre vraiment j'étais goinfré, j'étais au bord de l'indigestion face à tant de clichés et de phrases convenues, c'était vraiment pas pour moi. Il y a une espèce d'histoire d'amour qu'on devine et qu'on voit venir à des kilomètres à la ronde, vraiment je l'ai détesté, mais comme je l'avais demandé en service presse, même si c'est numérique, je me suis dit bon je vais aller au bout. Je pense que le seul avantage que je trouve de ce roman, c'est qu'il ne faisait que 290 pages et que du coup j'ai pu le lire vite, mais vraiment j'en garderai un mauvais souvenir. J'avais surligné quelques phrases, je sais pas comment on fait pour voir les phrases surlignées dans un roman sur ma liseuse. Vous pouvez voir à quel point je suis au fait de ma liseuse. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le degré 0 du développement personnel. Les mouchoirs en papier sont comme les vies. Il y en a toujours d'autres. Mais encore. Et puis l'arbre qui est notre vie, développe des branches. Pensez à toutes ces branches qui partent du tronc à des hauteurs différentes. Pensez à toutes ces branches qui se ramifient à nouveau dans des directions souvent opposées. Voilà. Tu voulais mourir et maintenant tu ne veux plus? Nora fut frappée par l'idée que Madame Helm pourrait avoir raison. Mais pas tout à fait. C'était ça, tout le long, des trucs à la con comme ça, et franchement au bout d'un moment j'ai arrêté de surligner parce que j'en pouvais plus. Bref, passez votre chemin si vous voyez ce roman, à moins que vous avez vraiment envie de... je sais pas, déconnecter votre cerveau. Mais même pas ça, parce que moi ça me faisait lever tellement les yeux au ciel que... ouais, je sais pas. Alors bon, j'ai vu que sur Livre Addict, le bouquin avait trouvé son public, hein. Il y a des gens qui ont lu et qui ont aimé, donc grand bien leur face, j'étais sûrement pas la cible, et au moins je sais que je ne me dirigerai plus trop vers la maison d'édition Mazarine si je ne connais pas. Ensuite, j'ai lu Ressac de Digli, qui s'appelle également Maureen Wingrove, qui est illustratrice, qui est youtubeuse, qui est romancière, écrivaine, voilà, qui a plein de casquettes. Elle a un compte Instagram, elle a un compte YouTube sur lequel elle parle de vidéos, un peu comme une booktubeuse, enfin c'est une booktubeuse. C'est aux éditions, La Ville Brûle. Ressac, c'est un texte autobiographique de la vie de Digli, donc de l'autrice, qui est présenté sous forme de journal sur une semaine, parce qu'en fait, à la suite d'un événement très troublant dans sa vie avec son beau-père est atteint d'une maladie. Je vous laisse lire le bouquin pour découvrir quelle maladie, et du coup ça impacte fortement la vie de Digli. Elle décide de faire une retraite spirituelle. Elle était aussi à un moment un peu charnière dans sa vie, vers les 30 ans, où ça se passe pas très bien avec son mec. Et elle a besoin de se déconnecter. Donc elle part pendant 5 jours dans un petit monastère, une abbaye, là où il y a des bonnes sœurs, en Bretagne ou en Normandie, vers la mer, quoi, à côté de la mer, pour se ressourcer. Et vraiment, j'avais très envie de l'aimer, j'ai bien aimé. C'est juste que ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes ou le coup de cœur que j'espérais.
En fait, je me suis dit, elle va partir vraiment 5 jours s'isoler où elle coupera tous réseaux sociaux. Et je me suis dit, ça va être très introspectif. Elle va vraiment parler de sa vie. Alors, elle parle quand même beaucoup de sa vie, des choses qu'elle ressent, des choses qui lui manquent. En plus, elle est très grande lectrice et en même temps écrivaine. Donc, elle parle un peu de ses références littéraires, des bouquins qu'elle emporte avec elle, des bouquins qu'elle achète. Donc, c'était vraiment très tendre parce qu'on est dans cette petite bulle, ce petit cocon au bord de la mer. Enfin, voilà, moi, ça m'a donné une envie. C'était vraiment de remplir mon sac à dos et de me casser pareil, m'isoler quelques jours pour faire le point. Sauf que bah, j'en attendais plus en fait. J'avais l'impression que cette retraite allait être plus forte que ce qu'elle n'a vécu. Alors qu'au final, bah, je juge pas, hein. Ça se trouve, elle a passé vraiment une très très bonne retraite spirituelle et elle a eu ce qu'elle voulait. Mais moi, la lecture, je pensais que ça serait plus fort que ça, que je ressentirais plus de choses. Est-ce que je peux juger le livre là-dessus? Non, parce qu'en fait, c'est vraiment un ressenti de l'autrice. Elle a été chercher ce qu'elle voulait et elle l'a eu. Moi, je pensais qu'elle allait peut-être rentrer un peu plus en détail sur certaines choses. Par exemple, il y a des autres pensionnaires avec elle, il y a 2 autres femmes qui font une retraite. Du coup, elle parle avec eux, donc il y a des échanges, mais qui sont un peu, pas banals, mais ni quotidiens. Mais vous voyez, on est un peu dans cette normalité de l'échange, même s'ils ont des échanges assez intimes. Je trouvais que ça cassait un peu le côté retraite, un peu le côté je m'isole, le fait qu'elle parle avec des gens. Mais bon, après, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. Si elle veut parler à du monde, elle a le droit. Mais voilà, donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très doux, très tendre. Moi je connaissais pas Digli, outre son compte Instagram, et du coup bah, ça m'a donné envie d'en lire plus. J'ai par exemple son recueil de poèmes Je serai le feu, qui est je crois une anthologie où elle parle de ses poétesses préférées, quelque chose comme ça. Ça me donne très 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 envie de le lire. La couverture est sublime, les illustrations de Digli sont très très belles en règle générale. Mais voilà, j'ai été un peu sur ma faim. C'est peut-être aussi du fait de la petitesse du livre qui fait 150 pages. Bon, je sais pas. C'est un beau roman, un beau journal intime qui, moi, a manqué peut-être un peu de profondeur et un peu de recherche spirituelle. Alors c'est peut-être que c'est moi, vraiment, qui ai besoin d'aller m'isoler et de faire un travail sur moi et de penser à rien, à part ma vie et me recentrer, etc. Et du coup, j'ai un peu transposé ce truc dans le roman de Digli et que du coup, je voulais que... J'ai dit beaucoup de fois du coup, je crois, hein, que je voulais elle le fasse aussi, mais ça m'a pas permis d'être à fond dans la lecture, même si bah, je l'ai lu en une journée, enfin je l'ai lu d'une traite, hein. Je me suis posé, vous savez, moi 150 pages, ça fait 1h30, 2h, grand max. Ensuite, j'ai lu Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon, qui c'est pas moi, aux éditions de l'Observatoire, publié à la rentrée littéraire de janvier 2022, rentrée littéraire d'hiver. Alors là, j'ai passé un très 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 bon moment avec ce roman. Je vous l'ai montré, je crois, en book haul dans la précédente vidéo. Je l'ai acheté à Paris dans la petite bibliothèque, non, la petite librairie Comme une Orange dans le 17e, que je vous recommande toujours. J'y suis retourné cette semaine d'ailleurs. Oupsie, vous le verrez dans un vlog normalement. Et j'ai racheté un livre. Mais quel plaisir cette librairie, quel plaisir les 2 libraires qui y travaillent, et quel plaisir d'y acheter des livres tout aussi bons surtout. Alors dans Les Nuits Bleues d'Anne-Fleur Multon, je me demande si c'est pas un récit autobiographique. Je pense que oui, je ne sais pas. On va être avec 2 femmes qui se rencontrent virtuellement, je crois, ou en tout cas qui commencent à échanger virtuellement pendant le confinement à Paris en 2020, donc au tout début du confinement, vous savez, ce premier confinement qui est très 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 spécial parce que vraiment personne ne sort, tout le monde a plus ou moins peur, les rues sont désertes, tout s'arrête, le temps s'arrête. Et moi je dois avouer que j'ai une petite confinostalgie, j'ai beaucoup aimé, enfin je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé ce confinement parce que les conditions étaient dramatiques et le fait que ce confinement arrive c'était pas pour les bonnes raisons, mais j'ai vraiment plutôt apprécié être confiné au mois de mars 2020. J'ai pris cette épreuve, ce temps, comme quelque chose d'utile pour déconnecter. C'était vraiment un moment où on était tous... En fait, c'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est qu'on était tous à égalité. On ne pouvait pas sortir de chez nous. C'était très compliqué de travailler. On était tous démunis et totalement pauvres face au virus, face à sa propagation. Et par exemple sur les stories, sur les réseaux sociaux, on avait... Alors oui, certains étaient en appartement, d'autres en maison, etc. Il y avait quand même quelques différences, mais il y avait quand même cette notion de... Je peux regarder ce que font les autres, mais ils en feront pas beaucoup plus que moi parce qu'on peut pas rien faire d'autre. Donc ça traduit aussi ma fear of missing out, ma peur de manquer quelque chose, FOMO, qui est que je regarde beaucoup ce que font les gens, j'ai tendance à me comparer, beaucoup trop comparer, à cause des réseaux sociaux, notamment Instagram, mais c'est vrai que du coup, pendant cette période de confinement, je n'ai absolument pas vécu ce sentiment, j'ai vraiment pas eu besoin de me comparer ou de me dire « Ah ben un tel il fait ça, moi je devrais pas rester chez moi, je devrais aussi aller boire un verre. » Ah oui mais lui il a 4 amis, moi j'ai que une amie qui peut sortir, du coup on sera que 2, ils sont 4.
Enfin voilà, on était vraiment à égalité. Et donc rien que pour ça, parce que vraiment elle en parle super bien, c'est des textes, je vous dis, c'est presque, il y a du vers libre ou de la prose, mais c'est de la poésie. Hein. Tout le roman sont des très courts chapitres, sans ponctuation, sans majuscules, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Des fois il y a des échanges de SMS, voilà. Avec cette douceur dans la plume et dans la description des rues désertes, bah, vraiment j'ai été retransporté à cette époque, en 2020, où on traînait tous en pyjama chez nous à attendre que le temps passe, à essayer de tuer le temps. Et rien que pour ça, déjà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, on est dans une histoire d'amour très très douce entre ces deux jeunes femmes qui donc commencent à échanger par message, à se découvrir l'une l'autre. Puis après, elles décident que c'en est trop, c'est trop dur d'être séparées alors que leurs corps tendent à se rejoindre et à se retrouver, à se trouver tout court. Donc elles bravent l'interdit, une des deux décide de partir chez l'autre pour passer le reste du confinement avec elle. Et là, on est vraiment dans cette découverte charnelle, sensuelle, mais en même temps très tendre de ces deux femmes, de ces deux corps, où elles se découvrent parce qu'elles ne se connaissent pas, donc elles échangent beaucoup sur leur vie, sur qui elles sont, sur ce qu'elles aiment, etc. Et en même temps, bah, elles vivent ensemble alors qu'elles se connaissent très peu, et donc c'est très fusionnel, très explosif. Et j'avais envie, moi aussi, de câliner quelqu'un dans un canapé, de faire pipi la porte ouverte et de discuter de ma vie parce que la discussion était trop intéressante et du coup on pouvait pas fermer la porte et il fallait qu'on parle avec l'autre jusqu'au bout de la nuit, de se faire découvrir des petits plats, des petits riens. En fait c'est ça, c'est une accumulation de petits riens, de moments tendres et d'échanges très intimes entre ces deux jeunes femmes. Ça finit bien, je vous le dis tout de suite, ça finit bien. De toute façon, on n'a presque aucun doute à la lecture du roman. C'est une histoire d'amour qui est belle, qui fait du bien, qui fait sourire, qui donne envie, et en plus c'est une histoire d'amour qui plus est lesbienne, et c'est très très rare, enfin en tout cas moi j'en lis peu de la littérature lesbienne, j'aime pas trop le terme, mais de la littérature où un couple lesbien est mis en avant de façon normale. En fait c'est ça aussi, ça nous montre la normalité de ce couple, il n'est jamais question, enfin très peu question de sexualité en tant qu'homosexualité, c'est juste on nous raconte une histoire d'amour, on nous raconte pas une histoire d'amour lesbienne, c'est une histoire d'amour entre deux femmes, voilà, point la ligne. Et j'ai adoré. J'ai quand même l'impression que c'est un premier roman et bah, chapeau l'artiste, c'était tout ce que je recherchais. Pareil, je l'ai lu très très vite parce que bon, après je vous dis, hein, les chapitres sont courts, le roman est pas immense non plus, il doit faire quoi, 200 pages. Ça regroupe tout ce que j'aime, donc je ne pouvais que aimer cette lecture. Ensuite, j'ai lu Les Survivants de Alex Schulman aux éditions Albin Michel, qui est également paru le 3 janvier. Donc, rentrée littéraire d'hiver. Au final, j'en ai lu pas mal hein, de la rentrée littéraire, enfin pas mal. Ouais, 4-5 je pense. Attendez, j'ai un row. Pesto. Chorizo. C'est bon. Bah oui, j'ai mangé ça à midi, pas de pesto chorizo. J'ai donc reçu un service presse, merci aux éditions Albin Michel. Très 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 bonne lecture. Très très bonne lecture. Court roman de 300 pages sur une fratrie, mais qui arrive à dire tellement en très peu de pages, très peu de mots. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, très très bien construit. Alors dans cette histoire, on va suivre trois frères, c'est écrit derrière, Benjamin, Pierre et Niels, qui tous les étés partent avec leurs parents dans une petite maison au bord d'un lac en Suède. Ils passent l'été là-bas où il n'y a pas de télé, il n'y a pas trop de loisirs en fait. Les parents les emmènent là-bas, ils vont pêcher, ils vont nager, ils vont se balader dans la forêt, ils sont assez libres. Parce qu'on comprend très vite que les parents ils sont un peu spéciaux, ils n'ont pas trop d'attachement à leurs enfants, ils sont très détachés, le père boit beaucoup, la mère semble être ailleurs tout le temps, enfin elle s'occupe pas de ses enfants à part d'un seul, elle aime pas trop les deux autres, enfin c'est très très particulier, la famille est totalement bancale, il y a le plus grand qui ne parle que très peu aux deux autres, les deux plus jeunes s'entendent très très bien et ils jouent souvent ensemble. Et le troisième a tendance à être mis un peu de côté, être un peu délaissé. Et on sait que du coup, à un certain jour, il s'est passé quelque chose cet été-là qui a ruiné la vie de la famille, en tout cas qui l'a transformé, mise en pièces et qui a vraiment un avant et un après. Et alors le roman est construit bizarrement mais en même temps très savamment parce qu'en fait cet événement, cette journée qui change tout, ne se trouve pas à la fin du roman mais elle se trouve à la moitié. Vous me direz, mais alors à quoi ça sert de lire la suite? C'est parce qu'en fait, même si ça arrive à la moitié, il se passe des autres trucs après qui permettent d'en comprendre un peu plus sur cet événement, de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et vraiment, c'est bien fait parce que, en plus de ça, on alterne un temps présent et un temps passé, parce qu'on est de nos jours avec ces trois frères qui se retrouvent avec l'urne de leur mère, avec ses cendres, et ils doivent retourner dans cette maison de campagne.
et disperser les cendres de la mère parce que c'est leur dernière, enfin la dernière volonté de la mère. Et donc on est avec ces 3 frères qui ne s'entendent pas très bien, même de nos jours, hein, la fratrie est très bancale, la fratrie ne se parle que très peu, et ils doivent faire chemin ensemble avec une voiture, donc ils cohabitent, il y a un petit côté huis clos dans la voiture où les esprits s'échauffent entre les 3 frères. Après ils arrivent à cette maison de campagne et là ils se remémorent chacun leurs souvenirs, donc on est avec eux lors de cet été terrible où ils ont vécu, en plus de l'événement un peu tragique, 1000 autres aventures. Et même si on fait sans arrêt des bonds dans le temps, alors que ce soit dans le présent ou dans le passé, parce qu'on est dans le temps présent sur une journée et on a le décompte des heures de ces 3 frères qui se retrouvent pour le matin partir vers le lac, après quand ils arrivent au lac, etc. L'auteur arrive vraiment à construire un beau roman avec une ligne du temps qui est très bien maîtrisée et à distiller des petites informations, des petites piques tout au long du roman. Et j'ai eu l'effet waouh, l'effet de quand j'ai lu la dernière page, le dernier chapitre, je me suis dit oh, il faut que je le relise. Il faut que je le relise parce que je ne l'avais pas vu venir. Et si ça se trouve, si je le relis avec cet événement-là, je vais encore découvrir d'autres choses. Donc vraiment, rien que pour ça, c'est un super roman. Mais je vous dis, moi je lis pas du tout un roman pour la fin, c'est vraiment pour du début jusqu'à la fin, c'est un tout. Et là, tout le long du roman, j'étais vraiment conquis, j'étais pris. Il y a quand même un rythme assez haletant, une ambiance super froide, on est en Suède, alors même si c'est l'été, on se doute que l'eau elle est pas à 40 degrés, que même si on voit des gosses en maillot de bain sur la couverture, il doit pas faire si chaud. Et cette famille qui est tellement bizarre, on sait pas trop pourquoi ils n'arrivent pas à discuter entre eux, ils n'arrivent pas à échanger, que ce soit le père et la mère, le père et les enfants, la mère et les enfants. On voit que certains font des efforts parfois, puis juste une petite phrase ou un geste ruine tous les efforts qui étaient faits auparavant pour que cela fonctionne et qu'ils s'entendent bien et qu'ils vivent un bel été et qu'ils vivent un bel été. J'ai adoré cette dissection de la fratrie, cette dissection des relations familiales avec une ambiance un peu stressante, j'avoue, parce que parfois on se dit bon, il va y avoir une phrase qui va faire tout péter. C'est à ce moment-là que ça va arriver. Et on attend, et au final non. Mais du coup ça rajoute une couche sur le stress et sur le souffle court, parce qu'on se dit bon bah si ça n'a pas pété là, ça va être sûr, c'est au prochain que ça va péter. Et non, toujours pas. Et c'est pour ça que c'est intelligent, je trouve, d'avoir mis l'élément perturbateur au milieu du roman, parce que cette surenchère de ça peut pas durer sur 300 pages. Et donc du coup ça nous le fait sur 100 pages, et après on se dit bon bah c'est bon, normalement ça devrait peut-être devenir un peu normal, mais après on se dit bon mais c'est quand même passé ça, et toute la suite du roman, on est quand même sur nos gardes, parce qu'on se dit on n'a pas tout vu. Il y en a encore sous la semelle de l'auteur, il va encore nous sortir quelque chose, et puis bah voilà. Moi j'ai adoré Alex Schulman, Les Survivants chez Albin Michel. Belle découverte d'un auteur suédois. Alors je sais pas si c'est son premier roman. Celui-là c'est son premier roman, mais il en a écrit d'autres après, qui n'ont pas encore été traduits. Et enfin, j'ai lu, adoré, surkiffé, tout ce que vous voulez, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, de Julien Dufresne-Lamy, aux éditions Bellefond, qui est sorti il y a quelques temps maintenant, parce qu'il est déjà disponible en poche, en 2020, donc il y a 2 ans. Je remercie encore une fois, 1000 fois, Candice, qui est l'abonnée, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, qui m'avait envoyé un super colis avec 15 romans dedans, et celui-ci en faisait partie. C'est même celui-là qui a tout initié, en fait. Candice l'avait lu et aimé, et elle voulait me l'envoyer, et donc elle avait mis 14 autres livres dans le colis, mais c'était pour celui-là que normalement on devait rentrer en contact. Donc encore une fois, ma petite Candice, 1000 merci, parce qu'en plus de ça, j'ai adoré. Je vais commencer par vous lire un petit extrait pour vous mettre en jambe avant de vous dire de quoi ça parle, mais vous devez le savoir parce que ça fait un bout de temps qu'il passe déjà sur les réseaux. La jeune fille me souriait, et dans son sourire, je ne comprenais pas encore qu'elle me disait « Il faut accepter de ne pas comprendre les choses, mais comprendre qu'elles existent. » Et c'est exactement ça, je trouve, l'essence du roman, c'est que il faut pas juger ou même essayer de comprendre, il faut juste accepter que certaines choses soient là, et que même si c'est tellement éloigné de la façon dont on pense que, bon, si évidemment c'est pas une pensée ou quelque chose de problématique, il faut juste accepter. Et donc là on va être avec une famille, donc 2 parents et un enfant, et le père souffre de dysmorphie de genre. Oula, purée, attendez, j'ai oublié les termes. En gros, il est né femme dans un corps d'homme, donc il veut devenir une femme. Encore une fois, je m'excuse d'avance si je n'emploie pas le bon vocabulaire au sujet de la transidentité, car j'ai l'impression d'être toujours novice et d'être très maladroit, parce que bah, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école, c'est quelque chose avec lesquels je ne suis pas familier et que je peux toujours me tromper. Donc je crois que c'est un roman voilà, sur la transidentité, avec cette femme née dans un corps d'homme qui est le père du petit Charlie.
Et on va accompagner donc la femme de ce père qui s'appelle Alice, donc qui va changer de prénom pour s'appeler Alice, et l'enfant. Et en fait, la mère et le fils, dans la salle d'attente, parce qu'ils vont être dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que le père se fait opérer, vont se remémorer toute cette période, cette épreuve de quand le père a annoncé être une femme, quand le père a annoncé vouloir mettre une perruque, vouloir s'habiller de façon féminine, vouloir changer de sexe, commencer à rencontrer une orthophoniste pour moduler sa voix. On voit vraiment tout le cheminement du changement d'identité d'une personne et c'était super intéressant. Je vous dis, c'est très éducatif tout en étant beau à la fois. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que... Alors, Julien Dufresne-Lamy a été très bon pour vraiment utiliser les bons termes. Alors, j'imagine qu'il s'y connaît très bien ou qu'il s'est en tout cas très bien renseigné et qu'il a peut-être même passé du temps avec des personnes trans pour pouvoir être le plus juste. Je vous dis, donc sur le côté recherche et vocabulaire et éducatif, c'était parfait. À mon avis, il faut le faire lire à des... Allez, dès la 3e, des lycéens doivent lire ce roman parce que je pense que c'est nécessaire, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. La preuve, moi j'ai 26 ans, je m'intéresse un tant soit peu au sujet et j'ai toujours peur de faire des fautes, d'employer le mauvais pronom, d'employer le mauvais mot, les mauvais termes, le mauvais vocabulaire et peut-être blesser quelqu'un. C'est très important que cela soit lu très jeune pour qu'on puisse assimiler cette dysmorphie de genre. Alors, faudrait que je me renseigne avant de publier la vidéo et que je vous mette si c'est pas le bon terme, mais c'est 10 quelque chose de genre. Le fils est très tendre et vous vous imaginez, enfin moi je m'imaginais à sa place en me disant, si un jour mon père me dit Floris, je suis une femme, comment le prendre, surtout qu'il a 15 ans, comment déconstruire tout... Enfin... vivre sans tout remettre en question parce qu'au final ça reste son père, ça reste la même personne, c'est juste que c'est une femme et non un homme comme on lui a dit et comme il y a cru depuis tout ce temps. Et c'est vraiment ce travail de déconstruction, d'acceptation, de remise en question. C'est très dur même pour la femme aussi, hein, et vous imaginez que si votre compagnon vous annonce qu'il n'est pas du sexe que vous croyez. Donc voilà, j'ai vraiment... adoré. Je vois qu'il a eu le Grand Prix des blogueurs. Enfin voilà, comme d'habitude avec Julien Dufresne-Lamy, c'est toujours très bon. Moi j'avais lu Joli Joli Monstre qui parlait du milieu des drag queens, etc. Et encore une fois, là c'est quelque chose que je maîtrise un peu mieux parce que je regarde pas mal d'émissions et j'ai déjà lu pas mal d'ouvrages sur les drag queens, etc. Et c'était niveau historique et niveau... précision, c'était très bon. Là, ça l'est encore une fois. J'avais lu Boom, non pas Boom, si c'est ça, Boom, chez Actes Sud Junior, qui était un roman, enfin une lettre d'un jeune à un ami décédé lors d'un attentat. C'était pareil, très juste dans l'émotion et dans la construction et dans l'écriture. Là, voilà, en plus d'être éducatif, selon moi, c'est très beau et très bien écrit. Donc, c'est nécessaire à lire et à assimiler. C'était donc tout pour ce point lecture. J'espère que cela vous a plu. Je ne vous invite pas à commenter cette vidéo car j'ai énormément de retard. Là, je suis encore à Paris pendant une semaine et je reviens enfin à Reims le 1er février. Donc, je vais pouvoir avoir plus de temps, en tout cas être chez moi le soir. Sur mon PC portable, je déteste répondre aux commentaires parce que l'interface YouTube n'est pas le même que sur mon PC fixe. Bref, dans tous les cas, je préfère être chez moi. Et puis, je vous avoue que le week-end, j'ai déjà tellement de choses à faire que j'ai pas pris le temps de répondre aux commentaires. Donc, ne commentez pas cette vidéo. Ou alors, commentez-la, mais... attendez-vous à ce qu'il y ait un peu de délai dans les réponses. Donc je m'en excuse, hein, les 3 ou 4 précédentes vidéos, je n'ai pas encore répondu aux commentaires, j'ai un mois de retard. C'est dramatique. En attendant, vous pouvez quand même la liker, parce que ça n'appelle pas de réponse de ma part. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.